Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast culturel pour vous accompagner dans vos visionnages et vos lectures. Moi c'est Michael et comme toujours je suis accompagné de Thierry pour discuter d'un rongeur avec plus un seul poil sur la tête. Vous l'aurez compris, on va parler de Batman. Bonjour Thierry. Hello, hello. Ah oui, T'as vu, je commence les petites énigmes. Ah là là, il est fort. Hein. Ouais, au début je voulais faire un rebut, mais je ne suis pas verbicruciste. Voilà. Cruciverbiste, on dit. Ah là là, il fait des anagrammes, mais qu'est-ce qu'il est fort. Alors Batman, c'est un personnage de comics créé par Bob Kane et le scénariste Bill Finger en 1939, après une adaptation plutôt oubliée avec Adam West à la télé et puis au cinéma en 66. C'est Tim Burton et son univers gothique qui va donner ses premières lettres de noblesse, je dirais, au Chevalier Noir, avec notamment Michael Keaton face à un Joker mémorable dans la peau de Jack Nicholson. S'ensuit ensuite une période plus sombre pour le Batman Le Défi, où même McDonald's va retirer les jouets de Batman parce que ça correspond plus, on va dire, à l'ambiance. On passe d'un Batman pour jeune enfant à un Batman avec le pingouin qui mord les nez des gens, notamment avec Danny DeVito dans ce rôle-là, toujours de Tim Burton. Et du coup, on va retirer Batman de Tim Burton pour donner à Joel Schumacher, et que l'on va oublier ces Batman du coup, parce qu'ils sont vraiment horribles, pour ensuite dans les années 2000 revenir avec la trilogie de Dark Knight de Christopher Nolan, que tout le monde adore, c'est plutôt unanime, que c'est génial et tout ça. Et du coup, Batman a passé un petit passage à vide, il a un peu rencontré Superman et la Justice League, pour ensuite revenir aujourd'hui, en 2022, sous les traits de Robert Pattinson pour le nouveau film de Matt Reeves, donc de Batman. Alors, je vais commencer direct, il faut rentrer dedans, faire une critique du film de Batman. Alors, est-ce qu'il est bien ce Batman, Thierry ? Alors déjà, je dirais qu'il est cohérent. Wow. Je sais pas si ça veut dire qu'il est bien ou pas, ça, mais... Il est content, Matt Reeves. Oui. Il m'a dit, merci de trouver que mon film est cohérent. Ouais. Je me suis dit ça pendant le film, ce qui veut dire que je pensais pas beaucoup à ce qui se passait, mais je me suis dit, c'est cohérent. La musique est cohérente. C'est cohérent. Je l'ai pas trouvé incroyable, mais il faut quand même soutenir le rythme pendant 3 heures, c'est compliqué. Il y a quand même un petit thème de Batman qui revient, qui est utilisé, qui est plutôt agréable, et sinon c'est assez discret, mais c'est cohérent. Et il y a des partis pris, je trouve, de mise en scène ou d'imagerie qui trouvent un écho au fil du film et que je trouvais cohérent. Par exemple, ne serait-ce que pour un très facile à voir, c'est la manière dont on est en caméra fixe dans toutes les actions embarquées. Je sais plus quand est-ce que ça commence, mais c'est quand il est en moto, c'est quand il saute d'un toit et qu'il vole, des choses comme ça. Et ça devient cohérent après quand il y a une course-poursuite en voiture et qu'on retrouve cette manière de filmer, qui est pas une scène d'action folle pour moi. J'ai pas pris mon pied de fou. C'est pas comme ça que j'aime les courses-poursuites en voiture, en supposant que j'aime les courses-poursuites en voiture. Mais du coup, donc c'est exactement pendant cette scène, je me suis dit, au moins c'est cohérent. Voilà, je me suis dit, le gars a vraiment une idée derrière la tête, il sait ce qu'il veut faire de son Batman, il a eu la liberté, a priori, parce qu'il a quand même fait un film de 3 heures, et il savait dans quelle direction il allait. Après, est-ce que c'est vraiment réussi jusqu'au bout ? Ça, on va peut-être pouvoir en discuter un peu plus. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé au mot cohérent. Et ça marche plutôt bien pour le film. Moi, c'est vrai que cette scène de course-poursuite, je me suis dit... Moi, j'ai beaucoup réfléchi aussi pendant la scène, ce qui est bizarre. En fait, je me suis dit, et c'est la première fois que ça m'arrive, souvent, c'est... Oh, j'aime pas cette manière de filmer, ou j'aime cette manière de filmer. Là, je sais pas si j'aime bien, mais je sais pas si c'est mauvais ou si c'est bien. Pareil. Du coup, j'ai eu un problème avec cette scène et j'étais très détaché de la scène. J'ai lu déjà des critiques que tout le monde adore cette scène, trouve géniale. Mais moi, du coup, je comprends le parti pris de comment la filmer, mais du coup, j'étais un peu perturbé, comme les scènes de combat en général, où j'ai été un peu perturbé. Je savais pas si j'aimais vraiment la manière de filmer. Donc ça, c'est plus, du coup, un côté subjectif, je dirais, par rapport au film. Mais sinon, moi, le film, ce que je retiens, ça sera plutôt
un côté du coup plus horrifique que l'on a. Moi, bon, il y a le côté Fincher, ça on l'avait remarqué. Moi, le côté que j'ai vu, c'est un côté de Giallo au début, qui m'a beaucoup plu. Un côté où on suit dans le regard du tueur, on est même dans la perspective du tueur. Les premières minutes du film, on est dans les perspectives du tueur. C'est vraiment un côté horrifique dans les scènes, les introductions. Il y a vraiment un côté horrifique avec des fois la musique stridente et tout ça. Et ça, j'aime bien. Après, le film est trop long, 3 heures. Déjà, 3 heures pour tenir pendant 3 heures, effectivement, heureusement qu'il y a la musique. On peut fermer les yeux et écouter. Non, mais c'est un peu trop long. Et je trouve que la deuxième partie du film n'est plus cohérente pour le coup pour moi. Je trouve que la première partie est cohérente, mais j'aurais voulu que ça reste dans le côté ghetto, le côté sombre, plutôt qu'un côté plus explosif, plus film d'action que l'on a C'est par la exactement mon suite. ressenti. Parce que j'aime beaucoup l'idée de faire un film très sombre et qui fait penser à Fincher, avec un Riddler qui est un peu le tueur au Zodiac, mais en même temps un peu Seven. Et puis on peut même penser à Prisoners, dont on a un acteur qui revient d'ailleurs. Oui. Mais enfin, voilà, Prisoners pour moi était en plus, ça découlait logiquement de Seven. Et je trouve que là on est quand même dans cette même lignée. On peut citer plein d'autres films comme ça qui viennent du thriller très noir et de l'enquête. L'enquête sombre. Et oui, voilà, on est clairement dans le polar noir en fait, avec un détective qui est torturé. On retrouve un Batman détective, ce qui est peut-être bien, ce qui semble plaire à pas mal de fans. Moi, ça m'a embêté par une chose parce que on le voit pas beaucoup Bruce Wayne, ce qui est peut-être pas plus mal dans le film parce qu'il est un peu bizarre. Bruce Wayne, il m'a pas beaucoup plu quand on le voit sous l'apparence de Bruce Wayne. Batman m'a plu, mais je trouve qu'il est trop proche des flics tout le temps. Il est trop, tout le temps, avec les flics. Il y a très peu de scènes où il est seul, en fait. Et c'est De un truc qui m'a solitude, ouais. gêné pour explorer les côtés sombres, soi-disant, de Batman. Je trouvais qu'il était quand même très souvent très entouré. Bien entouré. Et, en fait, pas Ouais. si sombre. Pas si sombre, en fin de compte. Et après, Mm. ce sur quoi je te rejoins, c'est qu'au fin de compte, ça essaye quand même d'être du grand spectacle. Ça essaye de faire un climax un peu explosif aussi, qui pour moi fait un peu pétard mouillé. Euh, alors que je ressentais pas le besoin. Mais à partir du moment où il me le met en scène, je me dis bah ok, on y va. On va vers le grand spectacle et l'explosif. Et en fin de compte, je trouve qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre de revenir à cette dimension super-héroïque. Euh, Ouais, cette dimension vraiment de climax qu'on pouvait même retrouver dans le Joker de Nolan, où même emprisonné, il livre une dernière, comment dire, une dernière action à Batman, ou qui doit, voilà, qui fait pas face, qui a pas un affrontement frontal avec l'adversaire, ce qui est souvent le cas des Marvel, ce qui est plutôt intéressant dans Batman. C'est pas un affrontement frontal, mais c'est un affrontement plus moral, ou de gérer le danger de groupe, ici en l'occurrence. Mais ça marche pas en fait, ça colle pas pour moi. Même si ça rejoint aussi à certains égards Joker, que t'as pas mis dans ta chronologie, et pourtant je trouve que grâce à The Batman, The Joker peut rentrer dans cette chronologie-là, parce que je trouve que The Riddler et le Joker de Todd Phillips, bah, c'est un peu les mêmes. C'est un peu la même manière de soulever la population. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a gêné quelque part, c'est que ce Riddler, bah, il ressemble un peu trop à ce Joker-là, et il est peut-être un peu trop sérieux au final. Du coup, il prend. Moi, je trouve qu'il devient même presque à la fin ridicule. Qu'il ne. Moi, j'y crois pas à ce personnage, à ce qui est quand même dommage, parce que c'est le grand méchant de l'histoire, et j'y crois pas. Et ouais, j'ai pas cité le Joker parce que, en fait, c'est à la rigueur, vers ça qu'il aurait dû y aller le film, c'est-à-dire vers le côté plutôt crado, le côté vraiment plus sombre. Moi, j'ai trouvé que ce film voulait être sombre sans vraiment des fois l'être. Les scènes d'action, par exemple, j'ai trouvé elles étaient pas si horribles que ça. Les scènes de castagne ou autres étaient pas si horribles que ça par rapport à un Joker qui, des fois, vraiment, c'était très violent, quoi. Donc, il a voulu aller vers ça sans pour autant y aller pleinement. Donc, voilà.
Bon, après, la critique de la société, c'est classique, hein, Oui, la critique du capitalisme. C'est pas nouveau non plus. Il faut pas dire, ah, ce Batman, c'est pas nouveau et justement, je trouve que ça rejoint directement ce Joker. Peut-être aussi beaucoup d'autres films avant lui, mais en tout cas, ça s'éloigne de Nolan en ça et évidemment de Burton. Alors du coup, on a une formule du Batman là, et on sent qu'on va aller vers d'autres trilogies. Vers où doit aller Batman? Est-ce qu'il doit aller quelque part même? C'est ça la question. Vers où doit aller Batman? Parce que là, on dirait qu'on cherche à chaque fois de réitérer Batman dans un nouveau genre. On passe du fantastique, grand burlesque, au sérieux, au film de gangster, à maintenant le film noir. Mais où il doit aller Batman? Est-ce qu'il doit aller vers la romance ou le Il y a une western? question que je me pose souvent sur l'adaptation des comics, alors que je suis pas un grand amateur de comics, mais de type Batman, les comics de ce type-là, c'est-à-dire qui ont plusieurs chronologies, qui ont une chronologie canon, des dérivés, des stand-alone, des trucs comme ça. Et souvent, je me demande quelle est la meilleure manière d'adapter. Pendant un moment, je me suis dit que Gotham était une bonne manière d'adapter des comics, parce que ce côté épisodique, tout simplement, on retrouve le côté revue, donc un épisode, une aventure. Et c'est pour ça que j'ai souvent défendu Gotham, que je trouvais qui se défendait. Marvel essaye de faire ça aussi, à une autre échelle, c'est-à-dire de faire des séries mais en film. Et en fait, je me dis que peut-être que faire des films aussi stand-alone, c'est aussi peut-être encore mieux, la meilleure manière de rendre hommage à la tradition du comics. Et je suis pas du tout attaché à cette tradition, mais en fait, je suis très content qu'on puisse avoir des films qui coexistent. Et ça me dérange pas de me dire que Batman, un Batman de Burton peut coexister avec celui de Nolan et celui aujourd'hui de Matt Reeves, et que tout ça coexiste, et de Joker, du coup, tant qu'on y est, et que ça soit plusieurs facettes d'un même personnage. À la limite, c'est là que c'est intéressant. Pour moi, c'est là que ça laisse toute la création. Donc, vers quoi il doit aller? Moi, je suis pour qu'il y ait d'autres itérations. Je suis content que ça fonctionne. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau Batman, on dit ah, c'est nul. Et puis en fin de compte, bah, ça fait un carton, ça fait plein d'entrées, et puis voilà. Et pareil avec les Jokers, à chaque fois qu'il y a un nouveau Joker, et avec à peu près tous les personnages. Et c'est bien la preuve que c'est ça qu'il faut faire. Après, est-ce qu'il y aura une trilogie de Batman? Je m'en fous, franchement. J'irai voir peut-être, peut-être pas. S'il y en a pas, je m'en fiche en fait. Bah déjà parce que je sais pas trop aimé le film non plus, mais Mais je te rejoins sur le côté standalone, du coup, le côté seul. Je pense que moi, je suis un grand fan de Batman. Ça a toujours été mon petit truc. Je collectionne les BD et tout ça. Peut-être c'est l'unique super-héros que je collectionne les BD en plus. Les autres super-héros m'ont jamais attiré en général. Moi, je sais pas, Marvel, tout ça, ça m'a jamais. Mais effectivement, Batman, c'est vraiment un freak show. C'est vraiment. Tous ces méchants sont vraiment iconiques. Et c'est vrai que avoir différentes versions à chaque fois, bah en fait ça coexiste très bien et ça se regarde. Après effectivement on a nos préférences, on a ce que l'on aime ou pas de ces différents Batman. Euh, Bah du coup rapidement, juste en un mot, c'est quoi ton Batman préféré? Vu qu'on parle des itérations de Batman. alors juste pour finir sur le sujet d'avant, la preuve que c'est une bonne idée, c'est que en fait Spider-Man Ah c'est vrai. redevient ça. C'est-à-dire que eux, Marvel, ils voulaient justement essayer de mettre un seul héros dans chaque personnage. Ça a duré 15 ans et au final on nous dit bah il y a peut-être un nouveau Iron Man et puis on nous dit bah il y a plusieurs Spider-Man maintenant en même temps. Donc on revient vers le côté en fait c'est bien qu'il y en ait plusieurs. Et du coup, quel est mon meilleur Batman? Eh ben en fait, j'ai jamais été attaché au personnage, Ouais. à l'acteur derrière le personnage. C'est vraiment la vision de réalisateur qui m'intéresse, ou la vision du film, ou peu importe. Et comme je disais, j'aime bien que tout coexiste. Après, Nolan, pour moi, la trilogie, je commence un peu à la désavouer parce que en revoyant Dark Knight Rises, j'ai vraiment trouvé que c'était très 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 moyen. Mais je reste attaché à Batman Begins et The Dark Knight, mais j'essaie de pas trop les revoir non plus. Mais voilà, mais donc du coup forcément ces deux films-là et les deux films de Burton, c'est quand même, enfin plutôt le deuxième d'ailleurs de Burton,
c'est quelque chose de... Enfin, c'est assez extraordinaire, en vrai, hein. Ça a tellement marqué, et puis, oui, comme on en parlait encore, et en fait, en sortant de The Batman, je me suis rendu compte à quel point Burton avait une vision, parce qu'en fait, il n'y avait pas tant de choses que ça à renouveler. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression qu'on doit renouveler Batman. Lui, il y avait pas grand-chose avant lui, à part les comics, mais en film, il n'y avait pas grand-chose. Il a réussi à le renouveler quand même, tu vois, Ouais, bah je trouve ça justement, bah dingue. pour moi, c'est Batman le défi. Je trouve que c'est le plus osé. Il y a plein de thématiques et justement, il y a même la thématique du capitalisme à outrance avec le personnage. Le grand méchant du film, c'est pas le pingouin, c'est Max Schreck joué par Christopher Walken, qui est un mec qui veut du pouvoir, qui veut gagner beaucoup d'argent. Et bah déjà, il y avait ces thématiques-là. Ça reste pour moi le plus grand, peut-être le plus grand film de Tim Burton aussi. Maintenant, moi j'aime beaucoup moins Tim Burton. Mais à l'époque, je pense que il a eu vraiment ce pic d'éclair de génie avec ce Batman-là et pas d'autre. Mais bien sûr, j'aime bien les Christopher Nolan, mais je pense que celui du cœur restera Batman le défi. Bah du coup, on parle de vision de réalisateur, et en plus, il y a quelques jours, face au succès de The Batman, le président de la Warner Bros, Tommy Emmerich, a annoncé laisser carte blanche aux auteurs pour faire leur film Batman, ou leur production, en tout cas ses productions de DC Comics. Alors quel réalisateur, aujourd'hui, on aimerait bien voir réaliser Batman? C'est difficile. Ah, tu me Ouais. prends par Ouais, surprise. moi, j'avais dit à une époque Kubrick, Du mais coup, je je sais pense pas si... qu'on peut plus, il est plus vivant, dommage. Ah, le temps que je réfléchisse, je sais pas si t'as lu du coup ce que je t'ai partagé sur le Batman de Aronofsky, et qui avait l'air d'être sacrément précurseur quand même sur... voilà, c'était il y a 15 ans, et puis il y avait déjà l'idée de faire quelque chose de très très sombre, beaucoup plus sombre que de Batman, peut-être même ce qu'on aurait aimé voir. Bon, là c'était un peu trop violent, mais des choses qu'on retrouve dans les films d'après, marquer les victimes avec une chauve-souris comme dans la version de Snyder, des personnages afro-américains comme la Zoé Kravitz d'aujourd'hui, qui d'ailleurs j'ai vu un gros titre, je sais pas si c'est vrai, mais qui a été refusé apparemment de Nolan, donc comme C'est des quoi ça personnes change, mais en noires. tout Ouais. cas, ce Aronofsky que j'aime beaucoup était précurseur, mais alors si c'était pas lui, qui ça pourrait être? C'est difficile hein, de... Parce qu'en fait, Matt Reeves, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait avec la fin de La planète des singes, et j'avais trouvé que le troisième volet, en version western, était très très intéressante. Et je trouvais déjà qu'il y avait une vraie vision de se dire, bah moi, Ma planète des singes, ça va être un western. Ça va être des singes qui montent des chevaux et qui prennent d'assaut une ville, quoi. Donc en fait, je trouve qu'il avait une vraie vision. Euh, Non, bah qu'on me surprenne, hein. Ou bien, ou bien Léos Carax. Avec Adam Driver et Marion Cotillard Une qui pousse comédie la musicale. chansonnette. Ouais, c'est ça. Peut-être Marion Cotillard en Catwoman au lieu de son personnage désavoué de Dark Knight Rises. Moi, en fait, j'ai posé la question, mais je savais pas non plus en la posant qui aurait pu. Bah, pour le coup, moi, j'aimerais bien un Batman vraiment horrifique. Et donc, je me suis dit, bah, Mike Flanagan, pour pas changer. Je sais que Mike Flanagan, il est prêt à faire tout. Même un Star Wars en mode horreur. Donc, pourquoi pas un Batman en mode horreur. Moi, ça me plairait. Mais bon, du coup, ça serait peut-être intéressant. Voilà. Mike Flanagan. Ça marche. Bah voilà, c'était tout pour le Batman, à peu près. Et là, du coup, on a notre petite carte blanche à chaque fin d'épisode. Maintenant, on a à peu près 5 minutes chacun pour parler de quelque chose qu'on a aimé ou pas. Moi, je peux commencer avec Yellow Jackets, nouvelle série sur Canal+, qui parle de jeunes filles footballeuses qui, après un accident d'avion, se retrouvent dans une forêt, loin de la civilisation, et elles vont devoir survivre. Qu'est-ce qu'elles vont faire pour survivre? Ça va être horrible. Voilà, c'est 13 épisodes ou je crois, à peu près, je suis pas sûr, de qu'est-ce qu'elles vont faire pour survivre. Et donc ça suit en fait deux timelines. Une où elles sont adultes et elles doivent vivre avec les fantômes du passé. Et on suit ce qui s'est passé du coup après l'accident d'avion.
C'est pas terrible. Je suis très déçu de cette série, que j'avais entendu de très bonnes critiques et je suis très déçu. Ça a peut-être survendu ce que ça c'était. C'est pas grand chose en fait. Je sais même pas. C'est un. Il y a ce côté, oui, c'est un casting féminin presque à 100%. Beaucoup de femmes, ce qui est bien, mais je vois pas ce que ça apporte cette série. À part des actrices, bah, j'aime bien Christina Ricci. Euh, Elle est sympathique dans ce rôle d'un peu psychotique, mais voilà, c'est tout. Je vois pas ce que cette série apporte aux séries, et ça m'a un peu fait une douche froide pour les séries. Je me suis dit, bon, je regarderai plus de séries en ce moment. Mais moi, c'est marrant parce que ça me fait penser à The Wilds, qui étaient déjà des filles, enfin des adolescentes qui se retrouvent sur une île. Et ça a fait moins de bruit. J'avais regardé, bon, j'avais trouvé ça pas mal. Je vous... Là, Yellow Jacket, c'est annoncé comme un truc de ouf, totalement nouveau. Du coup, je comprends pas trop. Je... Oui, j'ai une amie aussi qui m'a dit qu'elle avait préféré The Wilds Ok. à Yellow Jackets. Donc, du coup, ça m'a donné plus envie de regarder The Wilds par Il curiosité. n'est pas non plus révolutionnaire, hein. C'est pas révolutionnaire, mais après, bon, en fait, j'aime bien la dynamique du survival, de, euh, de survivre dans un milieu hostile. Je trouve ça intéressant. Mais bon, là c'était trop long en fait. C'est-à-dire que on a une saison 1, parce qu'il va y avoir une saison 2, et c'est juste la saison 1, une manière de faire un préambule pour une deuxième saison qui sera peut-être beaucoup plus sombre. Ça, ça marche plus quoi. On est à une époque où ça marche plus de faire des saisons pour sortir ensuite le truc le plus important. Normalement, c'est les 4 premiers épisodes chez Netflix. Alors, ta carte Ok. blanche, Thierry, du coup. Bah moi, vu que je ne suis qu'amour, je vais parler de choses positives que j'ai aimées. J'ai lu il y a 2 jours Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est des BD françaises en 2 tomes de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Et mon lien avec Batman, c'est que ce sont des détectives, histoire, histoire de faire un lien. Non, mais c'est vraiment cool parce que je les avais rencontrés à Angoulême en fait, et les places étaient très très chères pour rencontrer ces 2 personnes. Et ils disaient qu'ils étaient vraiment fans de Sherlock Holmes. Et bah, déjà, ça se voit, ça se sent qu'il y a quelque chose. Et au-delà de ça, je trouve qu'ils renouvellent vraiment quelque chose de la manière de montrer le héros, donc Sherlock. Euh, d'une manière tout à fait BD, en fait. Ils ont réussi à s'approprier le personnage et de en faire un objet vraiment bande dessinée. Donc ici, on est vraiment dans la tête de Sherlock Holmes, c'est le titre, mais littéralement, c'est-à-dire que on va se balader dans la tête de Sherlock Holmes à de nombreux moments pour voir comment en fait son palais mental, par exemple, comment il range les informations dans sa tête, et ça va souvent être des plans de coupe, par exemple, d'une tête, de la tête de Sherlock Holmes. Et dedans, tu vas avoir des pièces avec des tiroirs, et il va y avoir, là, c'est son savoir en art martial, là, c'est son savoir sur la Chine, là, c'est son savoir sur la chimie. Et en même temps, tu as une vraie enquête, donc en 2 tomes, qui s'appelle L'affaire du ticket scandaleux, et qui est supposée être quelque part dans la chronologie de Sherlock Holmes, mais ils n'ont pas eu le droit d'en parler. Enfin, Watson n'a pas eu le droit de raconter l'histoire. Ce serait pour ça que c'est pas dans les livres de Conan Doyle. Mais du coup, voilà, vu qu'on parlait en plus d'apporter une vision, de se réapproprier un héros, ben, je trouve que pour le coup, ça colle. Euh, et qu'il y a vraiment quelque chose, et que c'est super beau, c'est super agréable à parcourir. T'as vraiment une manière de montrer comment les indices s'emboîtent entre eux, de jouer avec l'objet aussi. Quelques pages par transparence. Bon, c'est juste pour la déco, hein, c'est juste pour que ce soit un peu marrant, mais il y a vraiment une volonté de jouer avec l'objet, et ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'encourage tout le monde à le lire, parce que c'est cool. Mais est-ce que l'enquête est meilleure que celle de Batman? L'enquête c'est vraiment du Sherlock, c'est intéressant, Ah, c'est-à-dire un, ok. un petit côté un peu fantasque, mais qu'on ramène toujours à une dimension terre à terre. Hmm. C'est assez énigmatique. Oui, c'est probablement meilleur que Batman.
Bah voilà, bah, on a ce conseil de BD et un non-conseil de série. Donc voilà, et un conseil de film, je pense que bon, on n'a pas à conseiller Batman ou pas, hein. Les gens vont aller le voir de toute façon. Il mérite quand même d'être vu, juste pour savoir si c'est votre cam ou pas, quoi. Je pense. C'est ça. Et il a l'air d'être beaucoup apprécié, hein. Pour le Ouais, coup, les gens qu'on aiment mieux que moi, en tout cas. Oui, je pense qu'on est un peu des outsiders, euh, des outliners. Je sais pas comment on dit en français, mais quand t'as les points qui sortent d'une courbe et qui sont pas dans ta régression linéaire, qui sont vraiment dehors. Outliers. Voilà, je sais pas dire en français, ça existe pas. Des valeurs aberrantes. Écoute, des valeurs aberrantes. Voilà. Nous sommes des spectateurs aberrants. Ça sera notre nouveau podcast, les spectateurs aberrants. Ouais, c'est pas mal comme idée. Très bon. À garder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre partout où vous pouvez nous suivre, sur Facebook, sur Twitter et sur Insta. Et écoutez le podcast, notez-le aussi sur Spotify, Deezer, où vous pouvez, et partagez-le avec vos amis. Voilà, et à une prochaine fois pour une nouvelle thématique que l'on découvrira avec vous. Allez, bonne soirée. Salut. I'm the podcaster. Do you want a balloon too, Georgie?